Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. J'ai hâte de passer un petit moment avec vous pour cette semaine de février. J'aime bien cette histoire chronologique et qu'on reprenne là où on en était la dernière fois pour voir ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cet épisode? On va commencer par un petit update des éléments qu'on a fait cette semaine. Comme ça peut vous garder, vous donner de l'énergie pour avancer dans vos prochaines opérations. Et après, on va faire un focus sur la négociation avec des anecdotes, avec des éléments pour que je puisse vous donner un maximum de valeur. Alors déjà, on commence par les actualités de la semaine. Donc là, la semaine 7 de janvier, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, de notre côté, dans le coaching IMO, on a eu 3 nouvelles acquisitions, 2 colocations. Une colocation à 610 € de cash flow par mois. Là, on est dans l'Est de la France, dans le Sud-Est. Une colocation à 570 € de cash flow par mois. Là, on est dans l'Ouest de la France. Encore une fois, ce qui est important de retenir sur les colocations, vous en rappelez, vous faites un appartement par exemple de 80 mètres carrés, il s'agit d'avoir 4 chambres et votre cash flow sera plus ou moins le montant de la chambre et potentiellement de la cave. N'oubliez pas de louer votre cave et votre parking à côté, ça peut toujours être utile et ça peut faire du cash flow supplémentaire. Et enfin, un appartement qui fait 50 € de cash flow, on a 50 €, 0 € de cash flow. Là, cette stratégie-là, c'est une stratégie, j'en discutais avec des FIRE. Alors, c'est pas une stratégie que moi je fais normalement. J'ai discuté de ça avec Benjamin. Donc lui, il a fait son FIRE avec ces strates-là. En gros, vous achetez un bien sur une longue durée, donc 20-25 ans, et c'est un bien que vous allez destiner à des familles. Et vous pouvez le faire du coup en Île-de-France. Vous allez devoir trouver des biens qui sont en dessous des 2 000 € du mètre carré et pouvoir les louer dans les 1 300 € avec hors charge. Mais attention, parce que vous avez quand même des charges qui sont assez conséquentes. Quand vous faites ça, ça vous permet d'avoir des appartements et de les louer pendant 5 à 7 ans à des familles. Donc, il faut des appartements assez grands. C'est-à-dire que, en fait, vous allez avoir des appartements où des personnes vont les louer, avoir des grands espaces et vont se rendre compte que si elles veulent changer et récupérer le même espace, ça va être compliqué pour elles en fait d'aller dans d'autres endroits. Donc elles ne vont pas déménager, elles vont être très bien dans votre local. Et du coup, c'est cette strate-là. Donc on a eu 3 invests IMO, 2 validés, 2 faits, signature chez le notaire, programmés ou déjà réalisés. Et sur le programme reprise la coaching, alors là on avance, on est sur plusieurs sujets. Je vous parle des LOI qui ont été envoyés, donc c'est des letters of intent. C'est un document juridique qui clarifie simplement les termes de la transaction que vous allez effectuer. Généralement, c'est non engageant, donc ça dépend comment c'est fait. Mais généralement, vous mettez des clauses pour que ce soit non engageant. Vous pouvez faire aussi que ce soit engageant. Non engageant, ça veut dire que vous indiquez simplement, écoutez, voilà le business que vous me présentez, je le trouve intéressant pour telle partie, voilà moi ce que je veux faire de ce business-là et pourquoi ça m'intéresse. Et après, vous indiquez simplement dedans des conditions en disant, voilà, moi je peux le payer avec par exemple une formule sur la rentabilité de la boîte, une formule sur le chiffre d'affaires. Donc, par exemple, je suis OK pour payer ce business une fois le chiffre d'affaires si les informations ci-dessous sont vérifiées et validées. Et donc, vous notez toutes les informations d'en dessous. Quand vous faites cet élément-là, ça vous permet après de lancer la due deal. Donc attention, les due deals, ça prend beaucoup de temps. Une due deal, c'est quoi? C'est l'analyse complète de la boîte. Et là, c'est ce sur quoi on va rentrer sur 3 business. Donc là, on est sur des business purement en ligne. On a un business de e-commerce. Donc on a fait une LOI, ça fait 3 200 € de bénéfices par mois. La problématique qu'on a sur ce business-là, c'est simplement de s'assurer qu'on a bien une compétence. En fait, la personne qui vend ce business est très douée pour faire de l'acquisition en ligne et visiblement à craquer ce qui fonctionne aujourd'hui. Et nous, il faut qu'on soit en faculté de vérifier si on est en capacité de garder la même chose, la même acquisition ou de le sous-traiter pendant un certain temps et quel est le temps de risque qu'on est OK d'absorber. Deuxième élément, c'est un business de service, 5 500 € de bénéfices par mois. Là, on est dans un business US. Là, on est sur des services B2C. Ça fonctionne très bien en ce moment. Grosse acquisition quand même SEO.
SEO, donc c'est, l'optimisation sur Google et ça arrive, les personnes arrivent de Google. Donc à voir là où on en est aussi. On va pouvoir passer à l'audit, concrète, sachant qu'attention à tous ceux qui veulent acheter aujourd'hui tout ce qui est site internet. Nous, on a eu des phases donc, avec, Romain, mon associé, sur pas mal de business où on est passé, à des sites où on faisait du 5 000 € par mois, à des sites qui faisaient plus que 1 000 € par mois. On a divisé par 5 avec les nouvelles mises à jour de Google. Donc attention, surtout quand vous faites, des business, reprises de business en ligne, à vérifier la pérennité du business. D'ailleurs, je vous en donnerai 2-3 éléments derrière. Et le dernier, c'est un e-commerce qui fait 20 000 € de chiffre d'affaires par mois. Et là, on est en train de faire une LOI qui, en fait, va s'éloigner du chiffre qui est attendu et de la valo qui est attendue par le cédant. Pourquoi? Parce qu'il y a comme ce qui arrive assez souvent, et d'ailleurs ça a été des gros sujets de négo d'ailleurs ces derniers temps, il y a des enjeux d'alignement en fait sur le prix et sur la valeur des assets. Alors, tous ces deals-là dont je vous ai parlé, il y a eu des négociations dessus qui ont été faites. Moi, en tout cas, je dis bravo aux Fire qui se sont motivés, qui ont fait tous ces deals-là. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des enjeux, euh, il y a beaucoup d'enjeux sur les négos, sur ce qu'on fait, sur comment on avance. Alors, si vous n'aimez pas faire des négociations, il va falloir vous y mettre. Pourquoi? Parce que eh bien, la négociation, ça va être ajuster finalement, vous, ce que vous voulez par rapport aux attentes de la personne qui est en face et de s'assurer que vous êtes aligné. En version très brève pour ceux qui écoutent ce podcast et qui n'ont pas forcément envie d'écouter tout le reste, mais je pense que ça va être super intéressant. La négociation de base, le premier truc, c'est 1, savoir ce que je veux. 2, c'est être à l'écoute de l'autre. Et 3, c'est être OK pour l'attention. Alors, c'est très important d'avoir ces trucs-là. Déjà, savoir ce que je veux, ça paraît en fait, ça paraît simple, ça paraît évident, mais c'est pas du tout le cas, surtout quand on commence à rentrer, son cerveau dans un ensemble de calculs, dans un projet, quand on commence à se projeter et cetera et cetera. Là, par exemple, on peut reprendre, moi les deals que je vois passer, les deals IMO, généralement, ce qu'on va faire, c'est moi, vous venez me voir et je vous dis concrètement: «Bon, ben, qu'est-ce que tu veux?» Par exemple: «Thierry, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton projet?» Thierry me dit: «OK, moi, ce que je veux, c'est, du cash flow et je veux très peu de gestion». Je dis: «OK». Très peu du cash flow, c'est quoi? Donc, il me donne, bah, voilà, moi j'aimerais au minimum avoir 300 € de cash flow sur l'invest. Je dis: «OK». Très peu de gestion, ça veut dire quoi? Ah ben, moi je veux pas faire de call pour telle raison parce que, pour moi il y a plus de gestion que si c'était, du long terme machin. Je fais: «OK, c'est quoi ton budget?» Bref, on va énumérer l'ensemble, des éléments que Thierry a, puis sa famille et cetera, tout ce qu'il a comme enjeu et après s'assurer que OK, donc là tu veux faire un invest, 200 000 €, tu veux faire un minimum de 300 € de cash flow. Est-ce que tu es OK? Oui, c'est ça. Alors, ton cash flow est calculé avec 110 de dette, etc. Donc, tu veux faire, par exemple, immeuble de rapport. Et du coup, c'est ça ta stratégie. Voilà un exemple d'immeuble que tu peux acheter. Il faut qu'on aille chercher ça. Exactement, c'est ce que je veux. Une fois que vous savez ce que vous voulez comme bien, il ne faut pas revenir en arrière. Par exemple, Thierry peut avancer, puis revenir me voir. Il va faire: «Ah, tiens, Victor, j'ai visité ça, j'ai eu ce truc-là, c'est intéressant». Alors, moi, je lui ai demandé: «Est-ce que tu as bien vérifié que ça faisait du cash flow? Est-ce qu'on a bien vérifié la tension locative, les travaux, etc. etc.» Et on va se rendre compte que finalement, Thierry, à un moment, va me proposer un bien où il y a 200 000 € de travaux, sachant qu'il ne veut pas, à la base, de faire des travaux. Il me dit: «Ah, tiens, c'est une super opportunité, je vais me lancer, etc. machin». Et après, il faut revenir exactement, ouais, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu voulais à l'origine? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que là, tu es en train de te décaler vers autre chose? C'est pareil quand vous faites des rachats de business. Là, par exemple, je suis avec Jeanne, je suis avec Constance, je suis avec Christina sur le rachat de business. Oui, effectivement, c'est très féminin en ce moment, je suis très content. Là, pour le coup, j'ai 50% sur les rachats, c'est féminin. Alors, j'ai dû changer de façon de communiquer, je dois envoyer une nouvelle vibe, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai 50% féminin. Et quand je reprends, il y a toute une phase où en fait, on pense savoir ce qu'on veut, mais c'est normal qu'on ne sait pas véritablement. Donc quand on fait, de l'IMO d'ailleurs et du rachat de boîte, au début, moi j'encourage très vite à analyser from scratch des dossiers. Donc on regarde des dossiers dès le début, et en fonction des dossiers qu'on regarde, on voit quelle est la vibe qu'on a et on voit quels sont les a priori et on voit quels sont les endroits où on se dit: «OK, je me sens de faire ça, je me sens pas de faire ça». Surtout que quand vous reprenez un business, pour la majorité des personnes qui vont prendre un business, soit vous avez l'expertise de reprendre le business, soit vous ne l'avez pas. Avoir l'expertise de reprendre un business, en réalité, c'est assez élevé. Par exemple, vous voulez reprendre un site e-commerce, un site de service en ligne, bref, il faut avoir une expertise, soit d'avoir géré des gens qui ont fait de l'acquisition à l'aide de Google et de comprendre comment ça marche, Google, Insta, et faire des pubs, soit il faut vous-même l'avoir fait, soit il faut être bon en acquisition en trafic, soit il faut être bon en négociation, avoir déjà eu le truc, soit il faut avoir déjà géré sa boîte, bref.
le montant d'expertise à acquérir est quand même assez élevé. On va vous dire: «Oui, bon, on peut racheter des sites, on peut racheter des boîtes pour 0 € et cetera». Oui, c'est tout à fait vrai, sauf que, à votre avis, pourquoi par exemple, moi, il y a plein de trucs hyper rentables qu'on me propose, mais je vais pas les prendre. Parce que j'ai pas le temps et j'ai vraiment pas le temps. Quand vous regardez l'ensemble du périmètre que vous devez optimiser votre temps et 2, on sait très bien quels sont les risques qui sont associés. En fait, le gros risque quand vous reprenez une boîte, c'est simplement de devoir avoir l'expertise et de la maintenir dans le temps et donc soit vous l'avez, soit vous avez l'expertise d'encadrer des gens, de les trouver et de les remettre, sur le terrain. Quand vous voyez des sites e-commerce qui sont à vendre, on dit: «OK, ça fait 1 000 € de cash flow, tous les mois, donc ça fait 1 000 € de bénéfices tous les mois». Généralement, c'est avant impôt, ça fait 1 000 € avant impôt tous les mois et en fonction de certains secteurs, c'est vendu 20 fois ces 1 000 €. Donc vous avez un site qui fait 1 000 € par mois et c'est vendu 20 000 €. Le seul enjeu, c'est, disons que vous avez un site e-commerce qui fonctionne à l'aide de pubs. Bon, ça veut dire que là, aujourd'hui, vous avez des pubs qui tournent et qui, aujourd'hui, vous font vendre le produit avec la marge de 50-70 associée. Très bien. Par contre, il faut vous dire que ces pubs marchent aujourd'hui. Peut-être que le produit que vous proposez aujourd'hui ne marchera pas demain. Il y a une durée de vie de produit. Peut-être que votre produit va marcher qu'1 an, peut-être qu'il va marcher 2 ans. Et après, sur les pubs, peut-être que d'autres personnes vont se positionner sur le même produit et payer plus cher les pubs. Donc vous allez attaquer votre marge et votre produit va être attaqué. Quand vous regardez ces sites-là, vous avez plus de chances d'avoir des de toute façon, vous allez avoir des problèmes, mais vous avez plus de chances d'avoir un changement de pub qui marchera moins bien, de devoir refaire de nouvelles choses, de vous adapter au marché. Donc c'est ça qu'il faut apprendre et ça, vous pouvez l'apprendre, moi je vous conseille en effectivement reprenant quelque chose et en le faisant avec le cédant pour comprendre bien ce qu'il a fait. La plupart des cédants vont dire: «Oui, moi je bosse pas» et cetera, sauf que c'est en fait, ça, c'est il faut faire gaffe parce que moi, je les vois, et vous les voyez aussi. Alors déjà, s'ils bossent pas et qu'il y a pas de charge mentale, bon, pourquoi ils vendent? Bon, OK, très bien, déjà première raison et deuxième raison, c'est un dirigeant qui est habitué, par exemple, vous êtes habitué à faire de la cuisine, vous êtes habitué à faire un risotto. Bon, moi, j'en fais, disons, une fois par jour, une fois, par semaine. Je C'est mon plat préféré, disons que je suis au taquet dessus. Vous me demandez de faire un risotto, mais moi, ça me prend strictement aucune énergie. Vous avez quelqu'un, par exemple, qui est habitué tous les jours à faire 2 heures de caisse pour aller bosser. Bon, vous lui demandez de venir vous chercher une demi-heure. Oui, il y a pas de problème, il fait ça 2 heures, voilà. Donc ces gérants sont entraînés à comprendre comment ça marche et en plus, peut-être bossent pas énormément, mais en réalité continuent à bosser. Ce qu'il faut retenir de votre côté, c'est que si vous voulez aller sur du e-commerce, de la vente de services en ligne ou même développer un business, la partie acquisition, business en ligne, pub, SEO, social, media, je sais même plus comment on dit, social network, vous allez devoir le développer. Donc vous ne pouvez pas vous protéger, vous dire: «OK, je vais racheter un truc qui tourne, ça va fonctionner, ça va être fantastique». Non et d'ailleurs, si ces business sont vendus 20 fois 2 ans, c'est que normalement, ce qu'on est censé dire, c'est que le chiffre qui est réalisé aujourd'hui doit fonctionner pendant 2 ans. C'est ça qu'on vous vend en réalité. Donc faites vachement gaffe à, ce que vous achetez. Vous avez la même chose sur tout ce qui est entreprise. Alors là, il y a des multiples qui sont délirants, là, je vois passer beaucoup de boîtes qui sont entre 1, 2, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires que je regarde avec les groupes. Et les gars qui vendent ça, bon, OK, ils font 300 000 balles, ils font 200 000, 300 000 balles de d'ébit d'EBITDA. Donc en gros, de ce qui vous reste, vous prenez, votre chiffre d'affaires, vous enlevez toutes les charges et grosso modo, vous avez, l'EBITDA. Donc vous faites 1 000 000 €. Vous, la vraie question que vous vous posez et d'ailleurs même si vous ne maîtrisez pas toute cette compta, c'est pas grave. Il faut vous dire simplement: «OK, je fais 1 million de chiffre d'affaires. À la fin, il me reste combien sur le compte de la boîte avant impôt?» Parce que les impôts, ça peut toujours, varier. Donc vous avez 1 million € de chiffre d'affaires, il vous reste 300 000 balles. OK. Et les gars sont là, donc quand vous êtes dans des boîtes entre 1 et 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, faire attention, parce que généralement, il n'y a pas de DG en place. Mettre un DG en place, c'est quand même compliqué de mettre un DG en place et d'avoir quelqu'un qui va reprendre ça et qui va mettre de l'énergie. Parce il y a quand même la partie énergie dans la reprise de boîte, qui est de se dire, OK, un business ne vit que par l'énergie qui est injectée dedans. Vous, votre différence entre vous aujourd'hui qui gagnait 2 000, 3 000, 10 000, 100 000 € par mois, de gagner 1 million par mois, vous pouvez le faire. La seule problématique, c'est que c'est une exponentielle en énergie injectée dans le business. Pour injecter beaucoup d'énergie dans le business, au début, il y a besoin que vous, ce soit votre énergie. Donc là, si vous reprenez votre premier e-commerce à 3 000 € de bénéfices par mois, c'est à vous d'injecter de l'énergie pour comprendre la plupart des choses. Et après, c'est d'utiliser les effets de levier que vous pouvez utiliser. Donc les effets de levier, c'est toujours les mêmes. Vous allez avoir vos employés ou vos freelances que vous allez pouvoir
demander de faire des tâches, ils vont être plus compétents que vous parce qu'ils vont ne faire que ça toute la journée et comprendre quels sont ce qui marche aujourd'hui. Vous allez avoir la tech, l'automatisation et la délégation. Ça, oui, c'est à mettre en place et ça permet de faire beaucoup de choses, mais attention de ne pas trop fantasmer dessus non plus. Mais c'est un des leviers. Et le dernier, ça va être le levier financier où vous mettez de la dette dessus. Et du coup, en mettant de la dette dessus, ça va vous permettre de démultiplier ce que vous faites. Tout ça, c'est comment injecter de l'énergie qui doit aller dans une consommation exponentielle par rapport à ce que vous gagnez. Vous, ça vous permet de mettre 1 et de sortir 1000 à la sortie. Plus vous savez utiliser ces mécanismes-là, plus vous allez pouvoir avancer là-dessus. Mais il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que si là, demain, vous achetez un site e-commerce, une boîte qui fait de l'argent et qui n'a, entre guillemets, pas besoin d'un DG, en gros, il faut arrêter de fantasmer, c'est des conneries. Il faut avoir quelqu'un qui met de l'énergie dedans et qui gère ces différents leviers. Sur les boîtes en question qui sont à 1 million, 2, 3 millions d'euros, bon, les mecs, ils vendent leurs boîtes. Ils vont vous mettre des multiples. Alors, moi, ce que j'aime bien comme vision de valorisation des boîtes, après, ça dépend du regard de qui. Donc, vous avez plein de méthodes pour valoriser les boîtes. On va s'arrêter sur une des méthodes qui, en fait, n'est jamais réellement expliquée, qui ressemble à un DCF, donc Discounted Cash Flow. Mais en réalité, moi, quand je regarde des boîtes, je fais un truc vraiment bête et méchant. Je me dis, OK, la boîte, elle vaut, le mec, il en veut 1 million. OK. Si moi, j'emprunte 1 million d'euros, combien je peux rembourser par mois? Ça me coûte combien par mois de rembourser ça? OK. Et est-ce que la boîte, à 70% de ce qu'elle génère à la fin, comme un bien immobilier, grosso modo, est-ce qu'elle est en capacité de rembourser ça? Ça, moi, c'est une des premières choses que je fais pour regarder la boîte. Donc, dites-vous, est-ce que vous pouvez emprunter la totalité? Alors attention, là aussi, quand vous empruntez une boîte, c'est quasiment comme l'immobilier. Vous avez environ 10% de frais annexes qui sont des frais de due deal. Donc, votre expert comptable qui va vérifier les comptes, votre avocat qui va vérifier les contrats. Ça dépend du risque que vous voulez prendre, mais il y a un moment, il va falloir mettre d'équerre pas mal de choses et faire attention parce que si vous ne faites pas gaffe, par exemple, vous oubliez qu'il faut mettre de l'argent de côté quand il y aura les départs à la retraite, ou si vous avez plein de CDI, qu'il y a une personne qui va partir, il va falloir lui payer peut-être 1 an, 2 ans, donc par exemple pour les départs à la retraite, d'indemnité ou de salaire. Si vous oubliez ça et que vous ne le mettez pas dans le prix d'origine, bon, ça va être pour votre pomme. Mais quand on est sur des salaires importants, ou même moi ça m'est arrivé, je crois, l'année dernière sur un départ à la retraite, bon, c'était un petit salaire sur un mi-temps, mais ça va quand même coûter près de 20 000 balles à devoir payer et vous devez décaisser comme ça 20 000 euros, quoi. Vous pouvez pas faire autrement. Du coup, ce que je veux dire, c'est vous regardez des boîtes, vous dites OK, d'un côté, est-ce que je peux le financer par rapport à ce qui reste? Et le financement d'une boîte, du coup, c'est sur 7 ans et vous rajoutez 2 points de base, vous rajoutez 2% sur les prêts IMO sur 20 ans. En gros. Bon, moi, c'est à peu près de ce que je vois depuis le temps que je fais ça. Vous prenez le taux IMO sur 20 ans, là, ça doit être du 3%, et vous rajoutez 2% en plus, mais vous faites l'emprunt sur 7 ans quand vous faites du LBO. Donc ça peut bouger, donc ça s'appelle LBO, Leverage Buyout. Et en français, je ne sais absolument pas comment ça s'appelle, l'achat par dette. En gros, avec ce modèle-là, ça vous donne un certain nombre de prix. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Demandez-vous ce que vous achetez. Vous n'achetez pas normalement un taf. Donc par exemple, si là, j'ai des personnes qui me vendent leur boîte, donc il y en a qui sont dans la gestion de patrimoine, il y en a qui sont dans les services, il y en a d'autres qui sont dans la gestion de conciergerie, bref, il y a pas mal de boîtes que je regarde en ce moment. Et assez souvent, on va avoir 1 ou 2 gérants qui s'en vont, ils finissent leur histoire à 2, ils partent, ou le gérant qui part, vous vend un truc en vous disant, vous le vendant 7 fois, donc 7 ou 8 fois du coup ce fameux EBITDA. Donc ça veut dire qu'en 7 ans, normalement, vous avez remboursé la boîte. C'est à peu près ça l'idée. C'est-à-dire qu'avec ce que vous gagnez chaque année, vous avez remboursé. La problématique, c'est que quand vous rachetez une boîte, que la partie opérationnelle se barre, que la partie commerciale se barre, parce que c'est généralement ça. Hein. Pour tenir une boîte, c'est pas compliqué, il faut que vous teniez le commercial. Donc vous soyez bon en acquisition market et en closing de deal. Concrètement, il faut être bon pour faire rentrer la thune. Donc il y a plein de méthodes pour le faire, mais il faut être bon là-dessus. Et de l'autre côté, il faut être bon aussi en opération. Donc s'assurer que toutes les emmerdes de votre boîte sont réglées. Donc le CEO d'un côté, vision, faire rentrer de la thune, et le CEO de l'autre côté, gestion des emmerdes. Par contre, quand vous vendez une boîte, que là, il y a par exemple les 2 dirigeants se barrent. Ils ont une boîte, ils ont fait OK 200 400 000 euros d'EBITDA par an. En plus, ils avaient une petite rémunération, etc. Bon, ils se barrent. Mais l'opérationnel se barre. Et l'acquisition, en grande partie, ceux qui font les négociations se barrent aussi. Est-ce que là, vous voulez vraiment racheter cette boîte
à 7 fois l'EBITDA. Vous n'avez pas un truc qui tourne, vous n'avez pas de DG en place. Comme d'habitude, on va vous dire: «Oh non, mais on a 3 personnes qui sont fantastiques dans notre boîte, qui s'occupent de tout, et cetera». Oui, mais c'est pas 3 founders, hein, c'est pas 3 personnes. Alors, potentiellement, les personnes sont vraiment, motivées, mais déjà, c'est pas 3 personnes qui sont ceux qui gèrent les emmerdes quand il y en a et quand il faut trouver un nouveau produit à créer, quand il faut adapter sa boîte, elles resteront. Non, c'est pas le cas et en plus de ça, faire très attention à l'âge des personnes. On a tous et puis moi je le vois aujourd'hui, d'où la retraite à 40 ans. Là, je m'approche de la quarantaine, je suis l'ombre de qui j'ai été avant. Alors, je suis peut-être différent par rapport à avant, mais en gros, quand je revois, moi, ce que j'ai fait dans le passé, là, tous ces 200 lots, là, l'immeuble d'Ivry de coworking, le château, lancer le coworking, créer la boîte Stello, puis après que ce soit revendu, pareil pour Rush Hour, faire les levées de fonds, pareil pour Optimium, puis revendre Optimium. Bref, quand je vois tous ces trucs-là, je me regarde aujourd'hui et je me dis, mais merde, putain, je serais incapable de refaire tout ça aujourd'hui. Alors, il y a aussi autre chose, c'est qu'aujourd'hui, du coup, je suis en faculté de faire potentiellement beaucoup plus d'argent qu'avant et j'ai aussi beaucoup plus de charges. C'est-à-dire que j'ai comme tous les biens immo, j'ai toutes les boîtes et tout, donc ça change aussi le paradigme et puis il y a aussi, je pense l'énergie, le sens qu'on veut donner à sa vie et à quel point on veut se dégommer pour avancer et une fois qu'on a prouvé quelque chose, si c'était ça la motivation initiale et moi je pense dans mon cas c'était un peu ça, qu'est-ce qui nous reste et quelle est le la prochaine chose, enfin le prochain truc qu'on veut vivre dans sa vie? Bref, tout ce que je veux dire dans les boîtes, c'est attention, parce que généralement, quand les personnes, elles vendent, c'est qu'elles ont fait un bout de leur terrain et aussi leurs équipes ne sont plus les mêmes et elles sont au courant si les équipes vont partir ou pas. Donc surtout, faites gaffe, protégez-vous et ne payez pas n'importe quel prix, n'importe quoi. Je pense que si vous voulez vous lancer, de toute façon, il faut y aller et il va falloir bosser, il va falloir aller dans le dur. Et c'est pour ça que moi, je suis tout à fait OK de faire entre guillemets, des petits commerces, des trucs qui rapportent 1000, 2000, 3000 balles par mois. D'ailleurs, ça coûte assez cher à racheter déjà. Mais je suis tout à fait OK de faire ces business-là pour faire une étape. C'est-à-dire qu'on fait un pas ensemble. Ce que j'avais oublié, en toute sincérité, c'est le nombre d'heures que j'ai taffé pour arriver là où j'en suis. Donc moi, je vois un site, je me dis: «Bah, OK, le truc, c'est évident, voilà, ça tourne comme ça, voilà ce qu'il faut faire, voilà le taf, je vais le faire comme ça, je vais le sous-traiter comme ça» et bref, en fait, j'ai déjà fait tellement de fois que ça me paraît évident. Mais quand on ne l'a jamais fait, il faut bien commencer quelque part. Pareil dans l'IMO, quand on l'a jamais fait, il faut bien commencer quelque part et avancer. Du jour au lendemain, ça dépend pour lesquels d'entre vous, mais vous allez peut-être pas prendre, des méga risques, enfin moi, voilà, j'ai des invests, j'ai 27 logements dans, 2 à 4 dans des villages de 2 000 habitants. Ouais, bon, bah, ça, il faut quand même se dire: «OK, je vais là-bas, je le fais comme ça, je gère mon risque de cette manière-là». Donc étape par étape, ce que je voulais vous dire, c'est n'oubliez jamais que les trucs c'est pas vert, quoi. En fait, on a une énergie vraiment créatrice qui va nous pousser à faire la transac et qui va faire qu'on va pas voir plein de choses et c'est normal. C'est normal parce qu'il faut tellement d'énergie, tellement de folie, en fait, ne serait-ce pour acheter un appart, pour acheter un immeuble, racheter une boîte, revendre, renégocier un gros contrat. Il faut cette énergie un petit peu inconsciente qui va nous pousser à passer à l'action. Par contre, de l'autre côté, n'oubliez jamais qu'une fois que vous avez fait une opération, c'est vous qui êtes à la manœuvre et c'est vous qui allez devoir faire face aux nouvelles obligations de la boîte. Donc, demain, vous rachetez un e-commerce, les pubs ne marchent plus, il y a zéro argent qui rentre. Vous allez payer la boîte 100 000 balles ou 200 000 balles. Il faut rembourser les 100 ou 200 000 balles, sauf si vous les avez emmenés en cash, mais ça revient à la même chose. Pareil pour un appart. Donc là, on m'a proposé un domaine à 12 millions d'euros. OK, il est censé être à 12 millions d'euros, on me le propose à 8. OK, c'est du off-market, et cetera. Potentiellement, enfin, ça fait du chiffre. OK, mais ça veut dire un max d'emmerde. En fait, il faut se dire qu'il y a plein de trucs à reprendre, il y a plein de boîtes à reprendre qui font du chiffre et qui font du cash. Par contre, en face de ça, quel est le truc auquel vous êtes prêt, enfin, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? En tout cas, comme d'hab, moi, je vous encourage, pour ceux qui sont chauds, venez avec moi en coaching là. IMO et reprise de boîte, franchement, meilleur coaching. Là, vous avez full access. On se fait des one-to-one ensemble. Vous êtes aussi dans un groupe. On est là pour tout dégommer. Si vous avez envie de bosser avec moi, c'est aussi la bonne porte d'entrée comme Martin, qui maintenant gère une boîte, ce qu'il voulait exactement faire avec sa femme, Justine. Donc en tout cas, go, venez là-dessus. On va revenir un petit peu sur les négos. Donc sur les négos, déjà, savoir exactement ce que vous voulez, ne quittez pas ça. Donc si vous lancez, après vérifiez si ce que vous voulez, c'est totalement atteignable ou pas. Il y a des trucs qui sont pas atteignables, il y a des trucs qui sont atteignables.
Là, si vous voulez gagner 5 000 balles par mois, avoir un truc totalement automatisé, totalement délégué, pas de charge, pas mettre de dette et pas prendre de risques, en vrai, bah, moi, pour le moment, j'ai pas trouvé. Il y a un truc qui, pour moi, marche super bien et où je fais rien, mais c'est hyper risqué. C'est un de mes invests dans un truc de paris en ligne. Donc moi, j'ai investi dans une boîte qui crée un système de paris en ligne en Afrique. C'est bon, ok, j'ai une renta hallucinante, mais ce truc-là, c'est hyper risqué. Bah, en même temps que j'avais fait cet investissement-là, j'avais investi dans j'avais investi dans deux autres boîtes en Afrique. Bah, les deux autres ont coulé. C'est ce qu'il faut se dire. Donc, bon, il y en a une qui marche vachement, vachement bien. Ok, j'ai fait un return de dingue, mais si j'étais capable de refaire ça à chaque moment, bah, je vous le dirais. Alors déjà, je le ferais. Et puis là, aujourd'hui, je sais pas. Franchement, je suis capable de faire la même chose. Je sais pas où j'en serais. Alors du coup, sur les négos, ce qu'il faut retenir, c'est que la négo, votre objectif, c'est de trouver un accord. Donc, il y a quelque chose qui vous intéresse. Donc là, par exemple, je suis en phase de négo. Je suis en phase de négo pour faire une prise de participation contre de l'apport marketing avec une entreprise. Donc là, avec la présence que je peux avoir sur LinkedIn, avec ben, vous qui êtes présent ici, il y a pas mal de personnes qui me font confiance pour avancer et qui sont OK pour aller avec des produits que je peux sélectionner. Donc, par exemple, là, si je négocie un super deal avec un cabinet d'expertise comptable, des personnes, je peux leur dire, bah tiens, tu peux appeler tel cabinet d'expertise comptable, on a fait le package Holding LC plus optimisation financière pour toi. Tout le truc c'est fait, on a tout fait codifier, tu les appelles et toi, ça te permet d'avoir un autre regard que le mien et tout est bien fait et tout est bien codifié. Donc, sur ces trucs-là, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de fructifier, du coup, d'offrir plus de services aux personnes qui sont avec moi, avec une autre vision et quelqu'un qui peut vous accompagner dans le temps, et moi, avoir des parts d'une entreprise. Là, je suis en négociation avec plusieurs cabinets d'expertise comptable qui sont intéressés pour bosser avec moi. Moi, mon objectif, quand je fais ça, c'est de prendre des parts du cabinet parce que je vais bosser avec eux, je vais faire de leur com, je vais leur faire rentrer des clients, je vais créer des nouveaux produits, donc je vais créer beaucoup de valeur. Donc, c'est non seulement moi ce que je veux savoir, un revenu récurrent chaque mois pour faire ça. Donc, ça va permettre de faire des budgets, avoir accès à des experts. Donc, c'est-à-dire avoir du temps d'experts avec qui je peux échanger, pour qui on peut refaire des produits. Mais c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand je vais faire ce boulot de création de nouveaux produits, eux vont aussi pouvoir les revendre dans leur cabinet. Et moi, je pense avoir une bonne vision de ce qui intéresse à force d'échanger avec vous tout le temps. Donc, là, j'échange avec des DG, encore une fois, de boîtes multinationales parmi vous. J'échange avec à peu près tout niveau, en fait, au sein de la communauté, sur WhatsApp, sur LinkedIn, un petit peu tout le temps. Du coup, créer ces nouveaux produits qui vont être aujourd'hui pertinents avec la bonne manière de communiquer et avec le bon budget au bon endroit et la bonne énergie au bon endroit pour faire rentrer des clients. Ça fait gagner à tout le monde, hein. C'est-à-dire que vous, en tant que client, vous êtes content, vous avez accès à ce qui marche vachement bien aujourd'hui. Vous avez des mecs qui bossent vachement bien, qui comprennent ce que vous voulez. Et nous, on a le bon pricing et on fait de la marge dessus, etc. Donc moi, ce que je veux, c'est concrètement avoir des parts de la structure, donc du cabinet d'expertise comptable, et avoir un revenu cher en cash tous les mois, sachant que je veux plus avoir d'equity que de revenus tous les mois, mais j'ai ces besoins de revenus tous les mois. Pourquoi j'ai ces besoins de revenus tous les mois? Ce que je me suis aperçu dans ma structure globale, et surtout ces derniers temps, et je vous l'ai dit lors du dernier épisode, j'ai quand même une faculté, en fait, j'ai besoin de beaucoup de cash pour non seulement, alors j'ai mon niveau de vie qui est, alors ça dépend, est-ce qu'on va voir que c'est élevé ou pas, mais en gros, moi, ce que je burn, je pense, tous les mois pour ma vie de consommation, on va dire, ça va être du peut-être 2, 3, 4 000 euros pour moi tout seul, donc à Paris, entre restaurants, équipements ou choses comme ça. Oui, alors je vais essayer de. En fait, c'est un peu compliqué parce que vu que les trois quarts du temps, je fais quasiment que du business, mais ça va assez vite. Disons que, je sais pas, à un moment, je voyage et c'est pas business, alors c'est assez rare, mais bon, grosso modo, ça va assez vite de dépenser ces sommes-là. D'ailleurs, il faudrait que j'en refasse. Il faudrait que j'en fasse. C'est marrant parce que, à force d'avoir donné toutes les bases sur l'investissement, je me suis tellement éloigné de tout ça pour me concentrer sur créer de la valeur que mon cerveau a switché, quoi. Et de l'autre côté, j'ai quand même mes engagements sur l'IMO, donc qui génèrent beaucoup, mais de temps en temps où ça peut avoir des problèmes. Donc là, il faut faire attention. Donc là, par exemple, de temps en temps, moi, je peux avoir des 20-30 000 euros à payer en un mois pour des gros bâtiments où je dois refaire des choses. Et le cash flow, moi, je l'ai potentiellement burné avant. Et du coup, là, je me retrouve avec, OK, j'ai 20 000 balles, 20 ou 30 000 balles à payer. Autre élément,
J'ai aussi quand je lance des business ou que je lance des actions ou que je prends des participations, et cetera, là, ça me burn beaucoup de cash. Donc j'ai aussi besoin de cash pour cette partie-là. Tout ça pour dire, que j'ai besoin de ce système de cash flow. Je ne pense pas être au niveau que je veux. Alors faire attention toujours toujours plus. Est-ce que c'est le bon moment et cetera? Est-ce que c'est le bon montant? Et de l'autre côté, il y a de l'equity. Donc moi, je sais ce que je veux. L'essentiel, c'est de bien faire comprendre ce que je veux et bien faire comprendre ce que l'autre peut y gagner. Et en face, bien comprendre quels sont les intérêts et les attentes de la personne en face. Donc par exemple, là, du cabinet expertise comptable. C'est exactement la même chose quand vous achetez de l'IMO. Vous avez des personnes, si vous mettez à la place de la personne qui vend son immeuble ou sa maison, donc là, on a fait pas mal avec Jérémy, qui est dans le coaching IMO, on a fait pas mal de villes à côté de Bordeaux. Et il y a plein de gens, en fait, qui veulent vendre. Bon, on va vous dire, OK, il y a un immeuble, ou même là, avec Yacine, on était sur des appartements, le même appart, hein, dans la même résidence, on vous le vend à 180, alors non, encore pire que ça, un 70 mètres carrés, 68 mètres carrés pour être exact, on veut vous le vendre à 170 000 euros, alors que pour vous, pour que votre invest marche bien, il faut être à du 145 pour du 80 ou 95 mètres carrés. Et vous avez les deux prix qui existent et les gens qui se battent pour vendre aux deux. Et vous allez devoir choper l'autre bien, qui est le bien, voilà, un 90 mètres carrés, à 145 000 ou 140 000 euros. Et ça existe et vous allez réussir à le choper. Sauf que les agents vont dire non, ça n'existe pas. On va dire non, mais ça c'est rare. Maintenant, machin. Mais en fait, si, ça existe. Et puis là, on chope et on les prend, ces deals. Sur les immeubles et sur les maisons, c'est exactement pareil. Vous allez avoir un vendeur qui n'est pas forcément au courant de toutes les contraintes législatives. Donc là, par exemple, on était sur des enjeux d'amiante sur un bien. Là, en fait, le vendeur a acheté une ruine, il a refait des travaux dedans, et là, il veut revendre son truc avec un petit peu de plus-value par rapport à ses travaux et ce qu'il est le prix d'achat. Sauf que la réalité, c'est qu'il n'a pas réglé la problématique d'amiante. Son truc est inlouable, invendable en réalité, sauf si quelqu'un ne fait pas gaffe à ce type d'éléments. Alors, il y a forcément des gens, et de temps en temps, on les remercie, de temps en temps, on les remercie pas, mais qui sont OK de racheter ce type de biens sans se rendre compte qu'en fait, si un jour, enfin, assez vite, ils risquent de se faire choper. Mais en gros, quand vous avez ce vendeur-là, c'est pas le. Vous, votre taf, c'est de vous rappeler déjà, vous voulez quelque chose pour faire du cash flow, vous voulez quelque chose pour que ça fonctionne bien et que les travaux, tout soit financé, soit pas à vous, et c'est d'arriver vraiment à ce qui vous intéresse au fond. Et c'est comme ça qu'on fait des investissements. Par exemple, là, on avait un investissement à 8%, 8 de rendement brut. Donc, au lieu hors charge x 12 divisé par le coût total de l'invest, on est à 300 euros de cash flow et on passe à du quasiment 12 avec du 600 euros de cash flow. Donc, ça, c'est ce qu'on fait quasiment tout le temps. Quand vous regardez sur Meilleurs Agents, vous avez des cartes avec les prix moyens en appartement ou en immeuble. Quand nous, il y a par exemple, en maison, vous avez du 1500 euros du mètre carré. Nous, on va essayer d'acheter du 1000 euros du mètre carré. Et oui, ça va demander d'en faire un paquet. Oui, ça va demander de faire beaucoup de négociations. Oui, ça va demander de repasser par les mêmes phases, qui est ce que vous voulez, d'être à l'écoute de l'autre quand vous échangez avec la personne pour vérifier si ça peut être dans le bon sens, et de vivre la tension, de vivre des personnes qui vont pas être OK avec vous. Et en fait, vous allez renvoyer à des personnes, et d'ailleurs c'est ce qui se passe, que potentiellement, ben, elles pensaient faire une superbe opportunité, acheter un truc 100 000, le revendre 200. Ben non, potentiellement, des personnes qui ont acheté des Pinel à 150 000 euros, ils se rendent compte que Pinel, il en vaut 70 ou 75 à la fin. Et vous allez être potentiellement la personne qui va leur dire, bah écoutez, c'est ça. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave que les personnes soient dans l'émotionnel quand vous faites votre offre, quand vous avancez. Et c'est pareil pour les boîtes. Les boîtes, il y avait un gars là qui en voulait 2 millions, 2 millions 7. Et nous, on arrive et on lui dit, bon bah nous, ce qu'on peut, c'est 1 million 100. Et en plus, le gars, il voulait refaire un deal à côté, etc. Non, nous, on ne peut pas faire autrement. Et après, il faut pas clore. Alors, ça peut être assez. Donc là, on a eu des échanges où la personne, ok, vous êtes autour d'un café, vous discutez avec elle, vous reprenez ses chiffres. Bon, à un moment, il faut crever l'abcès. Et puis la personne, elle peut se lever en face de vous. Elle peut se dire, ah, mais je m'en vais. Mais non, mais c'est quoi ce truc? C'est n'importe quoi. Mais c'est absolument pas ça. Et en plus, moi, là, j'ai perdu du temps avec vous. C'est pas le bon prix. Ça va pas du tout. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave parce que
le bon prix, c'est le prix auquel vous êtes prêt à payer et surtout le prix auquel vous êtes OK pour prendre le risque. Quand vous achetez un bien immobilier, c'est plus simple qu'une boîte, mais quand par exemple, prenons la boîte, parce que c'est plus compliqué. Quand vous achetez une boîte, il faut faire la liste de tous les risques que vous avez à reprendre la boîte et en face de ça, il faut minimiser ces risques-là. Vous achetez une boîte, on vous dit: «OK, ben, nous, c'est bien, la boîte, chaque année, elle fait 300 000 € de chiffre d'affaires, donc c'est sûr que enfin 300 000 € de résultats, donc c'est sûr qu'elle va faire 300 000 € de résultats l'année prochaine». Mais n'importe quoi, hein. Le gars, OK, il fait 300 000 € de résultats. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Quelle est sa faculté aujourd'hui à avoir un truc qui est à peu près automatique? Qu'est-ce qui fait que ce truc automatique va péter? Et en plus de ça, quelle est sa capacité? En fait, il faut à chaque fois lui demander quand est-ce qu'il a eu un gros problème sur le chiffre et comment il a fait pour surmonter ça. Bien sûr, il va vous dire: «Mais j'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu de problème sur le chiffre. À chaque fois, ça fonctionne super bien». Mais ça, c'est que des conneries. Je connais pas un mec qui n'a jamais eu d'emmerde sur sa boîte. Quand vous voyez par exemple un mec là, qui réussit bien, qui fait 6, 10 millions par an avec sa boîte, qui a de la marge, vous avez l'impression que tout va bien et quand vous lui parlez, il est super content, il est super heureux. Alors je suis vachement bien passé pour vous le dire parce que moi c'est exactement ça. Vous me parlez à peu près à n'importe quel moment de ma vie. Moi, dès que je vous vois, en fait, je vois votre énergie. Moi, j'adore les gens, quoi. Vous me donnez tellement d'énergie quand je vous parle. Moi, je suis toujours content. Vous me parlez, j'ai beau être dans un moment, j'ai perdu, bah, voilà, j'ai perdu peut-être 1, 2 millions sur les cryptos. En plus de ça, on a loupé notre deal sur je sais pas quelle boîte et tout. Je vous parle, on se prend un thé, je vous parle, et ben là, tout de suite, je vais être super content. Vous allez dire: «Putain, Victor, mais tout lui réussit, il est super content et cetera». D'ailleurs, de temps en temps, j'ai pris l'habitude, mais ça, je vais arrêter de vous dire, que je suis super content, mais je vais vous dire: «Ah ouais, tu sais, en ce moment, c'est dur». En fait, je vais être super content, donc je vais vous dire que c'est dur pour vous di pour que vous ne voyiez pas que, vous ressentiez pas simplement que moi je suis genre trop content de vous voir et je vous envoie trop des good vibes. Les gens qui ont des boîtes et quand vous rachetez des boîtes, n'oubliez pas qu'il y a ça en face. Alors ça vaut le coup. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, vous avez pas le choix. C'est assez marrant, mais vous en fait, dans votre vie là, vous avez pas le choix d'aller au charbon. C'est un truc, c'est comme le si vous voulez avoir le corps, en bonne santé, vous avez pas le choix que de respecter un régime alimentaire ou au moins de mettre des bonnes habitudes alimentaires et de l'autre côté, de faire un minimum de sport, surtout avant je crois que c'est 30 ans. Avant 30, 35 ans, c'est là où vous commencez à perdre du muscle. Donc, là, tous ceux-là, parce que je pense que vous êtes dans mon audimat, on y va. Alors, je suis super content parce que vous m'envoyez des messages sur Insta. J'ai vu que j'en ai motivé pas mal d'entre vous à aller faire du sport. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui font déjà beaucoup de sport et vous me motivez. Ça, je suis super content parce que vous m'envoyez des messages en disant: «Ouais, Victor, lâche pas, intensité, vas-y, fonce». Et de l'autre côté, je vois des personnes qui vont dire: «Ouais, Victor, j'ai vu tes stories sur le sport, ça m'a donné envie de faire du sport et là, je suis au taquet». Du coup, ce que je veux dire là-dessus, c'est allez-y. Vous êtes obligés. En fait, vous n'avez pas le choix. Nous, notre enjeu, c'est de gagner en liberté. Gagner en liberté, ça veut dire lever plein de blocages qu'on a chez nous et réussir à faire du cash. Et réussir à faire du cash, c'est avoir levé des blocages et finalement passer à l'action et faire du cash et ça va bien fonctionner. Et en fait, vous n'avez pas le choix pour atteindre une grande partie de ce que vous voulez dans votre vie, de passer par ces étapes où, OK, je rachète mon e-commerce, je rachète ma boîte, je lance un business, je lance ma boîte, je fais de l'IMO et j'y vais à fond. En réalité, on n'a pas le choix. Plus on postpone et on reporte ce moment où on va faire ce type d'invest et ce type d'action, plus on va essayer de s'économiser, moins ça va marcher. Après, il y a des techniques. Il y a plusieurs façons de le faire par rapport à qui vous êtes, comment vous communiquez, votre façon de faire du business, votre façon de vous associer. Vous avez plusieurs façons pour faire quelque chose qui vous correspond à vous. Mais en gros, on n'a pas le choix. Alors, on est parti, on continue un petit peu sur nos exemples. Ce qu'il faut se dire, c'est négligez pas ce que ça va vous prendre comme temps et comme énergie. Alors, il faut le faire en deux phases, hein. Il faut toujours rêver à fond. C'est comme quand vous voulez faire prendre une nouvelle habitude. Par exemple, imaginez que demain, vous avez des abdos, enfin c'est votre truc, hein, des abdos, un corps de rêve, vous n'êtes pas épuisé de la journée, vous pouvez marcher pendant 4 heures, pas de problème. Vous pouvez porter vos enfants sans avoir mal au dos. Vous n'avez plus, vous êtes plein d'énergie le matin. Ok, là on imagine ce qu'il faut. De l'autre côté, on va grossir le fait de, par exemple, pas faire de sport et pas s'occuper de son alimentation. Du coup, vous allez avoir des brûlures à l'estomac, vous allez avoir des problématiques de peau, vous allez avoir mal au dos, une douleur chronique, peut-être à la jambe à force de ne pas faire de sport. Vous allez à un moment avoir des problématiques de santé. Et vous grossissez ce qui est de ne pas prendre l'habitude. Une fois que vous avez les deux, vous avez un grand écart et normalement, ça doit être obvious que vous devez aller vers l'habitude. Et là, après, vous mettez en place ce qu'il faut pour y arriver. C'est exactement pareil dans l'investimo ou dans la reprise de boîte. Si vous faites un investimo,
Alors là, je le vois, vous pouvez acheter plein d'apparts là, en région parisienne qui vous font 500, 1000, 2000. En fait, en réalité, un appart, pas bien acheté en région parisienne, ça vous fait 2000 à 3 4 000 euros de cash flow négatif. Entre les taxes foncières, les charges de copro, bon, normalement, les charges de copro, c'est pas énorme, mais taxes foncières, charges de copro, les impôts, l'assurance du bien et qu'est-ce que j'oublie? Vous avez les frais bancaires. Donc, les frais bancaires, si vous ouvrez un compte dans le banque tradique, qui va vous prendre un peu de thunes tous les mois. Entre tout ça, vous allez vous retrouver avec même 1000 balles, 1000, 2000 balles de cash flow négatif. Bien sûr, vous n'avez pas voulu voir exactement tous les mois ce que ça faisait comme invest. Vous avez fait des calculs vite fait. Vous avez dit, OK, vous faites votre loyer moins l'emprunt, en gros. En faisant le loyer moins l'emprunt, vous dites, OK, il faut que je mette 400 balles tous les mois, ça va le faire. Sauf que vous en faites, vous êtes chaud, vous dites, OK, vous avez un peu de pression et vous en faites 4 d'un coup. Du coup, en faisant 4 d'un coup, bah, vous êtes déjà à 2, enfin, ou 4, vous en faites 4 du moins, vous êtes déjà dans vos calculs, vous êtes déjà OK, c'est pas grave, c'est 2000 balles par mois. Sauf qu'en réalité, vous êtes planté sur vos calculs, c'est pas 400 balles, c'est plutôt 1000 balles que ça vous coûte tous les mois. Et là, la problématique, c'est que vous arrivez à un stade où finalement, vous êtes à 4, 5, 10 000 de cash flow négatif sur vos invests. Et ben là, c'est vraiment la merde. Donc c'est là où il faut se dire, enfin c'est vraiment la merde. C'est pas grave, vous l'avez fait, il vous fallait ça pour comprendre, etc. Mais en gros, vous passez dans un truc négatif. Nous, dans nos enjeux, c'est de se dire, OK, un mauvais deal, ça dépend de votre strat, mais 9-10%, mauvais deal, 11%, c'est un bon deal. Bon deal, c'est 11% de rendement brut. OK, comment on fait? Et après, vous avez l'excellent deal, ça va, vous avez un deal qui est à 11%, comment vous passez to the moon, vous montez à du 14-15%, et vous défoncez ça. Attention, c'est dur. À chaque fois qu'on rajoute des couches de rendement et qu'on rajoute des couches de je vais gagner plus avec un invest, c'est que ça génère des choses supplémentaires. Par exemple, là, dans mon programme, il y a un truc que j'ai changé. Vous venez, vous me dites ce qu'on va faire. OK, on se met au taquet, on va sur les invests. Si vous n'y arrivez pas, on se dit OK, est-ce que je ne ferais pas un invest cash flow neutre, un peu de cash flow négatif au moment où l'invest est fait et je maîtrise mon truc. En fait, à un moment, quoi qu'il arrive, même avec un cash flow neutre ou un cash flow un peu négatif, ça peut fonctionner si ça correspond à là où vous en êtes dans votre vie à un moment donné. Il faut vraiment voir qu'est-ce que on doit avancer. On ne peut pas tous avoir le truc fantastique, mais au moins on avance. Alors, sur la négo, on reprend un peu. Si vous avez un truc qui est trop cher, comme pour une boîte, si vous avez un truc où vos arguments ne passent pas, donc le trop cher, ça peut être par exemple, vous ne voulez absolument pas faire de travaux, pendant quelques temps, trouvez des deals sans travaux, avant de vous dire de sélectionner le premier deal avec travaux qui passent et d'être en total fantasme sur les travaux. Si c'est trop cher un deal, si une boîte elle est trop chère, si par exemple le gérant ne va pas rester, si l'expertise n'est pas bonne, s'il y a trop de risques dans votre matrice de risque, vous ne prenez pas, c'est un no-go. Quand moi je vois des deals, il n'y a que des opportes partout, vous en avez plein en fait. Le seul truc, c'est que pour se rendre compte que vous avez plein de deals et plein d'opportes, c'est qu'il faut y passer le temps nécessaire. Quand on a envie d'avoir des résultats importants trop vite, on se met trop de pression, ça va à l'échec. Quand vous prenez du temps pour faire les trucs, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'opportes business partout, il y a plein de trucs là. Par exemple, je suis avec Ryan. Ryan, on bosse sur des reprises d'entreprises en difficulté. Et d'ailleurs, là, Mazel Tov, à lui, il vient de faire un beau succès. On en reparlera, je vais voir si je peux l'inviter, s'il peut en parler. Et avec Ryan, on regarde une boîte en ce moment, c'est un organisme de formation. Là, c'est toute une histoire. Je pense que je vais en faire un autre épisode carrément. Je vais vous refaire un épisode sur cet organisme. Pour la petite anecdote, elle a une boîte de formation. On était en contact avec elle, avec Martin, du coup, quand on regardait les boîtes à reprendre ensemble, principalement des boîtes de formation, parce qu'on maîtrise un peu le secteur. Elle faisait 1 million, 1,3 million de chiffre d'affaires, ça marchait bien, mais à un moment, elle en avait marre. Du coup, elle a mis sa boîte en gestion. En mettant sa boîte en gestion, elle voulait partir dans les îles. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas vu beaucoup ses enfants, qu'elle travaillait beaucoup, qu'elle avait fait pas mal de boîtes, qu'elle s'était jamais arrêtée. Bref, un constat que la majorité de personnes peuvent avoir, que vous ayez une boîte ou même pas de boîte, ou des projets ou pas, ça arrive assez souvent. Et là, elle se dit, OK, je mets une personne en gestion, le truc marche bien, tourne. Alors la réalité, je ne sais pas. Il faudrait voir exactement dans quel état c'était, parce que généralement, c'est toujours bien de remettre les fautes sur quelqu'un. C'est-à-dire qu'on met quelqu'un à sa place, et après, comme on recrute un employé, juste pour dire, ouais, mon employé il fait de la merde. Ça nous arrive à tous. Pareil quand on a des prestataires, pareil quand on a des outils informatiques, pareil, on est content de se plaindre au lieu de regarder si le problème ne vient pas de nous. Bref, elle part. La personne qu'elle a mis en gestion de sa boîte, donc c'est une boîte de formation, elle a pris une de ses formatrices et elle a mis la formatrice en gestion qui était toute contente, elle l'a mis gérante.
Et là, la gérante, elle a croûté la boîte, quoi. Donc elle se retrouve avec des prud'hommes, ses formatrices, ses autres formatrices et formateurs, mais c'est principalement des formatrices dans ce domaine, se sont barrés, sont mis en prud'homme ou en arrêt maladie. Donc il y a le choix, hein. Donc soit les gens, ils le sentent pas, ils se mettent en opposition par rapport à la boîte et ils se disent, «Je me sens trahi, je suis attaqué sur mes valeurs et du coup, je vais défoncer la boîte qui est en face et de toute façon la boîte elle a de l'argent donc elle va aller chercher de la thune». Super, fantastique. Et de l'autre côté, il y a ceux qui, sentent que c'est la merde et se disent: «OK, je me barre, je vais aller dans une autre boîte, vas-y, je clôture le sujet». Je préfère entre nous le deuxième cas, faut faire attention parce que j'ai quand même l'impression qu'en France, on est de plus en plus dans le premier cas et on a un arsenal qui n'est pas, à l'équilibre entre, des salariés et des, directeurs de boîte. D'ailleurs, je pense qu'il y a un truc à faire, entre nous et c'est quelque chose, en discutant avec une de mes meilleures potes, que j'avais recrutée en tant que DRH d'une boîte. Elle est fantastique, je l'adore. Je vais voir si un jour, bon, elle veut pas participer au podcast, pour différentes raisons et elle m'a dit: «Mais Victor, le 1er truc que tu dois faire avant de recruter quelqu'un, avant de recruter des gens, c'est d'apprendre à les virer». Putain, moi, j'avais pas compris ça parce que moi, je suis très dans l'humain. Alors j'ai un peu évolué, mais je suis très dans l'humain, genre, j'ai un truc un peu bizarre, que je dois faire évoluer aussi, mais, par exemple, pour mon coworking, il y a Jonathan, Léo, il y a Mehdi, il y en a beaucoup qui ont géré le coworking pour moi et moi, pour moi, c'était, on fait du business, on est un peu potes, mais potes business, et on se donne tous les 2. Et moi, je me donne pour toi, tu te donnes pour moi et par rapport à ce que tu veux faire dans ta vie, je vais tout te donner, quoi. Enfin, je vais te permettre d'atteindre tes objectifs, si c'est possible. En tout cas, je vais te montrer la voie, quoi. Et j'avais pas compris qu'en fait, dès le début, il fallait que je pense comment virer les gars. Parce que moi, ce que j'avais pas compris à l'époque, c'est que j'étais là, ok, notre objectif, c'est de faire que le business marche, coûte que coûte, et on se donne et on se respecte et ça va avancer. Et en fait, ce que j'avais pas vu, c'est que bah là, j'étais en contact direct avec eux. Ils étaient recrutés d'une certaine manière. Et dans des boîtes qui commencent à grossir, où vous n'êtes pas forcément en contact direct avec les gens et où à des moments, il y a potentiellement des litiges, effectivement, il faut être en capacité de virer les gens, quoi. Et ça, je l'avais pas. En fait, ça dépend de votre management et comment c'est structuré. Je pense que moi, ce que j'ai eu comme management, c'est, à mon avis, réplicable, mais il faut être là tous les jours, quoi. Enfin, tous les jours, j'étais pas là tous les jours dans mon cowork et dans mes autres business, mais faut voir. En fait, c'est peut-être, bon, bref, on pourra en rediscuter. Et je vous disais tout ça parce que ces éléments-là, c'est vous qui allez les récupérer derrière et du coup, voyez bien qu'est-ce que ça veut dire d'avoir tous ces éléments au fur et à mesure du temps. Du coup, dans la négo, il y a plusieurs trucs que vous pouvez négocier. Il n'y a pas que le prix. Par exemple, il y a l'accompagnement, il y a des travaux, il y a des délais, il y a des commissions supplémentaires que vous pouvez faire. Attention, retenez, dans la tête que, bon, quand on commence, ce qui est bien, c'est de comprendre à peu près comment les choses sont valorisées. Donc, les boîtes, on peut comprendre quels sont les mécanismes autour du résultat, comment calculer le résultat net, comment calculer les impôts, quelles sont les différentes méthodes pour, faire des valorisations. Donc on va vous dire: «OK, ce truc-là, ça a été vendu tant, donc vous pouvez le vendre tant. Voilà le prix de marché» et cetera. C'est pareil dans les boîtes et dans l'IMO, dans tout d'ailleurs. Sauf qu'en réalité, tout ça, c'est un peu des conneries. C'est vraiment, la transac, c'est, le mec, il veut vendre à quel prix, vous êtes prêt à acheter à quel prix et est-ce que vous êtes d'accord? C'est ça, ce sera le vrai truc. Et ça, on met longtemps en fait, c'est basique, mais on met longtemps à comprendre ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas maîtriser, alors maîtriser jusqu'à un certain point, mais les autres méthodes de valorisation. C'est, pour un bien immobilier, moi je vais être le premier. Là, on est en train de vendre un appart dans le Gros Caillou à Paris. Donc là, vous êtes dans du 12 000 € de loyer, de prix au mètre carré. Comment on fait ce prix au mètre carré? On va effectivement regarder les transactions qui ont lieu récemment et regarder comment nous positionner. Donc ça, c'est nécessaire. Et après, on va se dire, OK, quels sont les autres attraits du bien et est-ce qu'on peut aller autrement en fonction de nos enjeux? Du coup, il y a toujours des frictions et il y a des enjeux qui vont faire des frictions sur la baisse des prix. Donc, si on est du côté du vendeur, il y a un truc où on veut vendre ou même à l'acheteur, on veut vendre, c'est une problématique d'ego, quoi. Moi, je veux vendre à tel prix et cetera, et on va se dire qu'il y a pas de marge de négo. On va se dire qu'il y a quand même que c'est quand même beaucoup d'argent et on va se dire qu'on va avoir un broker, donc que ce soit sur l'immobilier ou les boîtes, les gens veulent choper un mandat. En fait, la technique, c'est un peu c'est exactement la même chose que dans les couples. Quand vous datez là, vous datez, vous invitez, vous allez au resto, c'est sympa, vous passez des premiers mois ensemble, vous faites des efforts, chez vous, c'est nickel, vous vous parlez bien, vous faites attention à ce que ressent l'autre et cetera.
3 ans plus tard, vous faites une partie, de tennis avec la personne, vous l'engueulez parce qu'elle est pas assez douée. La poubelle elle est pas sortie, vous l'engueulez. En fait, vous passez dans une phase autre de la relation où il y a plein d'emmerdes qui arrivent derrière et pas au début. C'est exactement la même chose quand on fait de la vente. Les gens vont dire: «Ouais, non mais t'inquiète, moi ta boîte, je te la vends 1 000 000, il y a pas de problème». «Ah bah, ouais, ouais, t'inquiète, moi ton appart là, ton immeuble, je te le vends, 300 000, il y a pas de problème» et cetera. Alors que dans le temps, ça va diminuer, quoi. On a aussi le broker. Le broker, il arrive, lui, il défend donc le broker ou l'agent immobilier ou l'intermédiaire, pour les boîtes et en fait, le mec, il va devoir dire au gars qui vend la boîte que, ouais, en fait, son estimation, elle est 20 50 au-dessus du marché et qu'il s'est planté. Grosse problématique. Une autre problématique, c'est que le gars, il a du mal à follow up avec, ses différents sujets, ses différents dossiers. Lui, ce qu'il veut, c'est normal, c'est son taf, il veut juste faire rentrer un dossier et le vendre derrière, quoi. Et après, il va en gros, être dans une phase où il va se dire: «OK, finalement, j'ai un acheteur, mais qui est trop loin de ce que veut le vendeur», quoi. Et après, il va se retrouver dans une situation, comment il va expliquer, ce qui se passe par rapport au contexte? Nous, ce qu'on a aujourd'hui, on a quand même une phase qui est, heu, qui est assez spéciale en ce moment, on a la France, les signaux extérieurs, c'est que le truc va un peu se péter la gueule. On a des taux qui sont un petit peu plus intéressants, mais qui baissent pas autant que prévu. On a moins de cash sur le marché. On a de plus en plus de régulation, que ce soit sur les boîtes ou que ce soit sur l'IMO, avec de plus en plus de charges. Bon, faut quand même se dire que c'est un peu compliqué. On a une équation à maximiser, que ce soit, en fait, on a une équation, globale que vous avez sur l'IMO ou sur l'achat de boîte. On va l'appeler l'équation Feuillard. Ce que vous allez devoir maximiser, c'est la thune qui rentre dans votre boîte, donc les bénéfices de votre boîte et la facilité de gestion de votre boîte. C'est que vous allez devoir maximiser. À minimiser, ça va être le coût d'achat de votre boîte et la difficulté d'exécution. Par exemple, vous rachetez un super site e-commerce qui tourne vachement bien, mais vous ne savez pas le gérer, vous ne savez pas gérer le SAV, vous ne savez pas gérer les pubs, etc. Demandez au vendeur comment le SAV fonctionne, faites le process et qu'à la limite, lui, vous recrute quelqu'un à mettre pour les pubs et qui recrute quelqu'un à mettre pour le SAV. Ça peut être des arguments de négociation. Le gars qui vous vend sa boîte, par exemple, vous voulez le payer sa boîte, allez, 100 000 balles de moins. Bah, en réalité, peut-être que c'est 100 000 balles et d'avoir une facilité de gestion, mais bon, ça vient un peu avec l'expérience, bah, ça vaut 100 000 balles, quoi. Donc en réalité, vous dites: «OK, bon, bah, si ça tourne et ça fonctionne et vous faites ça», vous diminuez les facilités de gestion. Donc vous, c'est fantastique. Sur les coûts d'achat et difficultés d'exécution, là, c'est pareil. Difficulté d'exécution, peut avoir des enjeux sur la thune, vous avez des enjeux, ça peut être des enjeux sur, des problématiques juridiques, bref, il y a plein de choses que vous pouvez négocier. Quand on fait, la négociation, ça se joue sur tout. Vous n'êtes pas que sur le prix d'achat, vous êtes sur l'ensemble du deal et l'ensemble du deal, ça peut être, ça va être sur l'ensemble. Donc si on prend un bien immobilier, la négo, elle se fait pas que sur le prix d'achat. Elle peut être sur les loyers, facilité de gestion, le coût d'achat et la difficulté d'exec. Et à chaque fois, il va falloir se poser un certain nombre de questions et revenir dessus. Il y a en fait, quand vous achetez une boîte, il va falloir en amont déterminer tout ce qui va, tout ce qui va pas. Par exemple, quand j'ai vendu à Emmanuel mon espace de coworking à Paris, je savais qu'il y avait des normes que je vérifiais pas depuis pas mal de temps et j'avais un délai pour faire des travaux. Et directement, j'ai dit à Emmanuel: «Écoute, j'aurais pu très bien dire qu'il y avait pas de problématique là-dessus». Alors, il y en a plein qui font ça. Moi, j'étais pas dans cette optique-là et je lui ai dit: «Écoute, il y a tant de problématiques, ça va te coûter en élec, 20 000 balles. En gros, tu as 80 000 € de travaux. Tu as 80 000 € de travaux à prévoir, pour être conforme et voilà ce que tu dois faire». Pour ça, il aurait pu lui-même, d'ailleurs, je lui ai donné des études et cetera, mais il aurait pu ne pas regarder. Vous, quand vous reprenez des locaux, faites bien les vérifications. Vous avez des experts en plus, quasiment publics, principalement pour l'IMO, pour vérifier tout ça. Donc vérifiez bien en appelant la mairie, qu'en est-il de l'immeuble? Qu'en est-il de l'espace, de l'espace, de l'espace, par exemple, un local commercial? Faites vachement gaffe aux locaux commerciaux. Ah ouais, il faut que je vous parle aussi de nouvelles stratégies là, qu'on est en train de mettre en place là, qui sont fantastiques, je vous en parlerai plus tard. Donc il y a l'urbanisme, il y a la mairie, il y a les ABF, pour les appeler. Pour les boîtes, c'est exactement pareil. Il y a des réglementations et des syndicats pour l'ensemble des boîtes.
Sur les organismes de formation, il y a énormément de règles à respecter et du coup, vérifiez en fait tous les problèmes auxquels vous pouvez être confrontés et vous pouvez utiliser ça comme levier de négociation. Sur les immeubles, il y en a plein. Il y a des gars qui, il y a des immeubles par exemple qui ont des arrêtés de péril et vous le disent pas, donc vérifiez avec la mairie. Il y a des endroits où en fait on peut pas mettre certaines vitres et les mecs ont mis des vitres qui ne correspondent pas à ce qui devrait être fait. Bah là, vous allez avoir tout ça pour avoir des effets de levier de négociation. En gros, la négociation, il faut borner vos risques et savoir ce que vous pouvez faire et créer des solutions et aligner les intérêts. Ça, c'est ce qu'il faut. Ce qui, à force d'en faire, ça va très bien fonctionner et à force de vous préparer, vos négos, elles vont vraiment marcher et bien marcher. Qu'est-ce qui fait peur, quand vous faites une négo? Faut comprendre, c'est la peur du rejet, la peur de se faire insulter, le manque de respect, la perte de temps, le manque de légitimité. Tout ça, ça passe avec le volume. Plus vous allez en faire, plus ça va marcher et vous allez tout dégommer. En fait, vous allez tout dégommer à force de faire des négos et il faut aller sur le terrain et trouvez-vous de l'énergie, des choses qui vous apportent. Je vais vous donner un petit tip, c'est là, je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, il y a un épisode de podcast avec mon père. Quand je suis dans un moment où je doute, j'ai envie de procrastiner, ce qui m'arrive vraiment souvent d'ailleurs, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, tout de suite j'appelle mon père. Dès que j'entends sa voix, automatiquement, paf, ça me donne de l'énergie pour aller bosser. Je me vois, je n'ai jamais, je pense jamais appeler mon père dans mon lit au bout de ma vie. Non, même dès que j'ai quelqu'un au téléphone, je ne peux pas rester dans mon lit. Je suis obligé de passer à l'action. Et du coup, ça, c'est un truc que j'utilise. Quand j'ai des trucs très, très. Alors là, je suis en train de régler. Je vous montrerai après, à peu près le volume des enjeux que j'ai aujourd'hui, des to-do à rallonge que j'ai. Et bien là, j'utilise toujours cette technique. J'appelle quelqu'un, je passe du temps avec quelqu'un pour pouvoir avoir l'énergie de passer à l'action. Et pour vous, c'est exactement la même chose. Donc voilà, on s'est fait un petit épisode, un petit peu négo. Un petit peu négo sur les boîtes, sur l'IMO. J'espère que ça vous génère de la valeur. En tout cas, lâchez rien. L'objectif, c'est qu'on avance, c'est qu'on continue dans le temps, c'est qu'on crée des belles boîtes, c'est qu'on reprenne des belles boîtes, c'est qu'on fasse du bel IMO, qu'on s'enrichisse en faisant de la valeur pour tout le monde. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est qu'on dépasse nos jalons à chacun d'entre nous, soit des montants par mois, soit passer à l'action, soit faire une première OP, soit atteindre 10, 20, 30, 100 millions. Bref, qu'on continue à faire tout ça. Moi, je sais que vous allez cartonner. Je vous remercie de m'écouter. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Ceux qui ont mon WhatsApp, n'hésitez pas à un petit WhatsApp. Ceux qui ont mon LinkedIn, un petit LinkedIn. Vous êtes beaucoup. On fait beaucoup d'écoutes. Je tiens vraiment à vous remercier. Moi, ça me motive de faire ça avec vous. C'est aussi un peu, je fais ma thérapie aussi avec vous. Vous me voyez évoluer depuis un certain nombre d'années. Je vous donne des vrais feedbacks sur ce qu'on fait. On ne va pas s'arrêter. On va tout cartonner. Et surtout, n'hésitez pas, encore une fois, un petit message sur LinkedIn ou me relancer. Ça me fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.